Du rayonnement solaire, Ah ouais. c'est aujourd'hui le retour aux affaires. C'est vrai, vous parlez de Oh. rayonnement solaire et nous on va parler de la Lune. Ah, c'est Parce que incroyable. je vous dirais, viser la Lune, ça nous fait pas peur. Waouh, il y a des références culturelles. Ouais, carrément. Allez, Dites donc, on est en forme, vous pouvez pas savoir, Laetitia Gaillet. On a vraiment la patate. Allez, on vous le prouve, c'est parti. Salut les amis. Salut Charline. Alors aujourd'hui c'est spécial, on reçoit une astronome, elle s'appelle Fatoumata Kébé et elle publie La Lune est un roman. Oh, Yes. splendide, une poétesse de l'espace, Oh. mais la littérature se glisse partout, je me tue à vous le Non, dire. mais attends, étudier la Lune, il me semble, c'est plutôt de la science, Clara. Ah, ne recommencez pas hein, Bah voilà. si, Alors, elle est attends. spécialisée dans la gestion des débris humains dans l'espace. Ah bah comme toi, Charline. tu gères tous les jours des débris humains. Ah, très drôle pour une meuf qui confond la science et la littérature. Sinon, est-ce que vous saviez qu'il y a 22 Ouais. mers sur Non, la mais- Lune Et Jules Verne, c'est quoi Hein pour toi? De la science? Oui, parfaitement, Non, c'est de mais- la science, Jules Verne. J'ai appris plein de trucs dans Jules Parce Verne, que moi. sinon, est-ce que vous savez qu'un être humain Ouais, est un c'est ça. assemblage de poussière d'étoiles aussi Oh, Parce qu'elle a c'est écrit ça. romanesque. Ah bon Mais l'homme est une fresque orientale, quoi. On se Oh. croirait dans les mille et une nuits. Mais non, mais n'importe quoi, il n'y a rien de plus rationnel. Un être humain, c'est fait d'un assemblage de poussière, c'est comme les étoiles. Sinon, est-ce que vous saviez que en fait, Rusto, Hein sans cœur et sans finesse. Ah, Aristo Mais, hystérique, sinon, quoi. est-ce que vous savez que je suis pas sûre de pouvoir Ah. venir à la cantine avec vous ce midi Ah, espèce d'Ariel Dombal. Oh, Est-ce syndicaliste. que je suis c'est pas ça. sûre de continuer l'émission l'année prochaine Tu vois, hein. Clara, moi je comprends pas bien ta Oui. plus-value dans l'émission. Hein Mais est-ce que vous entendez ce que je vous dis C'est la ou pas meilleure. Oui, Charline, ça va. oui. Tu peux pas venir à la cantine Ah ce bah, midi. ouais, non, Et- voilà. Quoi Tu veux arrêter l'année prochaine? Ah bah voilà, bah c'est bon, ça y est, vous êtes avec moi là, on peut y aller? Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet endroit où la blague sous-loue l'appartement de l'actualité en Airbnb. Emmanuel Macron confirme son souhait de supprimer l'ENA. Les grandes écoles seront bientôt mises en orbite. Et pourtant, l'ancienne directrice de l'ENA, Nathalie Loiseau, s'est dite soulagée. C'est cette attitude de dénigrement systématique. Ça commence par les parents, la famille, et ensuite c'est le drapeau. Le drapeau. L'Afrique se lance dans la conquête spatiale. Le continent élabore une stratégie pour déployer des satellites qui permettront notamment d'anticiper les épidémies. Une idée très bien accueillie chez les Africains. Vers l'infini et au-delà. Tout le monde veut aller sur la Lune. Les Chinois, les Indiens, les Israéliens, les États-Unis veulent y retourner. Alors l'Europe propose d'y installer un village, une base permanente où s'installeraient les astronautes et leurs familles. Et là, on est quasi à l'autogestion, grâce notamment à la permaculture. Et attention, on a les meilleures tomates de la région. On a hâte. Baissez le pont-levis, car voici Clara Dupont-Mono. Ma révérence, Charline, ma révérence. Autour de cette table, une équipe aussi belle qu'un système intergalactique. Et on y trouve de beaux spécimens. D'abord, une planète couverte de cratères, mais qui néanmoins cherche le contact avec d'autres planètes afin de monter une multinationale de planètes. C'est l'astre Pablo Mira. C'est Bonjour. pas mal comme lancement, c'est pas mal. Salut Clara, salut Charline, leader du groupe de rock Les Disruptives. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer aux gens comme vous, Clara, ces personnes qui en ce moment n'arrêtent pas de se plaindre. Oui, j'ai décidé de m'attaquer aux personnes âgées. À tout à l'heure. Oh, fastoche. À l'ancienne. Commandant Van Hoenecker, vigilance, car je distingue à ma droite un trou noir qui aspire sans rien donner. En retour, désintègre tout matériau qui ne lui ressemble pas. C'est bonjour Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Moi je suis allé au concours Lépine. J'y vais tous les ans. Je suis un fou d'innovation. Et cette année, j'ai pas été déçu avec un inventeur qui s'est dit. Faut inventer la chaussette connectée, ça n'existe pas, on va la faire. Alors à tout à l'heure avec la chaussette connectée. Enfin, face au soleil se trouve une voie lactée. Même si le lait n'est pas forcément sa boisson préférée, arrêtons-nous, commandant Van Hoenecker, pour saluer la constellation Juliette Arnaud. Bonjour Juliette. Bonjour. On parle de quoi aujourd'hui? De la Lune qui est un roman. Ben oui. Et voici celle qui vient compléter l'équipe aujourd'hui, qui a déjà un air consterné après ce sommaire et ce tour de table. Mais Elle se visiblement, rapproche de la porte. elle a décidé de rester. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Fatoumata Kébé. Yes. France Inter, Charline Van Hoenecker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Fatoumata Kébé. Merci. Vous êtes doctorante en astronomie, on peut dire ça? Docteur en astronomie, j'ai terminé la thèse. Docteur évidemment, bien sûr. Et vous publiez La Lune est un roman aux éditions Latkin et compagnie. On va y venir tout à l'heure sur La Lune est un roman. Mais d'abord, votre domaine d'études, de recherche et de prédilection, ce sont les débris qui sont actuellement dans l'espace. C'est-à-dire que l'homme a envoyé des tas d'engins dans l'espace depuis 60 ans, un peu plus de 60 ans maintenant. Le premier, c'était en 57, c'est ça? Exactement. Ce que vous nous racontez aussi.
Et on lance des objets dans l'espace depuis 60 ans, des tas de débris sont au-dessus de nos têtes. Il existe une pollution spatiale, Fatoumata ? C'est exactement ça. En fait, on a pollué l'environnement terrestre, spatial. Et donc, si on l'a pollué, est-ce que vous qui cherchez peut-être un moyen de nettoyer l'espace, on peut dire que vous êtes une écologiste de l'espace ? Je pense qu'on est tous des écologistes. C'est juste que beaucoup ne se rendent pas compte qu'on a aussi pollué l'espace, en fait, tout simplement. C'est vrai que même moi, quand j'ai appris ça la première fois, il y a presque 10 ans, je ne pensais pas que même dans l'espace, on est capable de faire la même chose que sur Terre. D'accord. Vous l'avez appris comment ? Dans le cadre de vos études ou bien avant, parce que vous vous intéressez depuis que vous êtes toute petite à l'astronomie ? C'était dans le cadre d'une formation justement aux États-Unis, où on a eu un cours sur l'environnement spatial. Moi, je pensais qu'on allait nous parler de radiation, etc. Et en fait, on nous a présenté les débris spatiaux. Alors, vous dites que dans l'espace flottent 23 000 déchets de plus de 10 cm, 500 000 de 1 à 10 cm et 100 millions inférieurs à 1 mm. Donc, vous dites d'ailleurs que déjà les impacts sur les pare-brises et navettes sont monnaie courante. Et du coup, comment est-ce qu'on élimine ces débris dans les espaces ? On les désagrège ? Parce que si on les désagrège, ça fait encore des tout petits débris qui vont venir à leur tour aller heurter les engins spatiaux. Comment on fait pour s'en débarrasser ? Alors, ça n'arrive pas très souvent, le fait que des petits débris percutent la Station spatiale internationale. Pour l'instant, c'est le seul module qui accueille des êtres humains dans l'espace. Après, il y a beaucoup de méthodes de nettoyage qui ont été proposées pour remédier à tout ça. Mais pour l'instant, faute de moyens financiers notamment, on n'a pas pu mettre en place de vraies missions de nettoyage. Mais comment on pourrait faire ? Parce que nous, on a du mal à s'imaginer. Déjà, nettoyer notre bureau, on a du mal. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ? Parce que vous expliquez très bien, vous êtes très pédagogue, on va comprendre tout à l'heure en relisant avec Juliette notamment votre livre « La Lune est un roman ». Comment est-ce que concrètement, on peut essayer d'expliquer comment on peut nettoyer l'espace ? Le dépolluer ? Alors, par exemple, pour les déchets qui sont à une altitude assez basse, le but, c'est de les faire entrer sur Terre pour qu'ils soient brûlés par l'atmosphère, ou alors qu'ils atterrissent dans les océans, malheureusement. Donc ça, c'est une des premières méthodes. Et donc, en fait... Dépolluer l'espace pour polluer la planète. Oui, c'est ça. Oui, ça. C'est une bonne idée. Et après, on envoie les dauphins qui sont eux-mêmes asphyxiés dans l'espace. C'est vraiment une double démarche d'aller-retour. Quand on bouffera du saumon, il n'y aura pas que du plomb, il y aura aussi des petits bouts de navette. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un cimetière d'engins spatiaux dans l'océan. Et par exemple, une des méthodes proposées, c'est d'accoler un module sur un déchet, un satellite à la retraite par exemple, de faire en sorte qu'un ballon se gonfle et qui va modifier la trajectoire de cet objet et le faire rentrer sur Terre pour qu'il brûle. Ça, c'est pour ceux qui sont assez bas, vous dites. Maintenant, ceux qui sont plus éloignés de la Terre, comment on fait ? Il y a une orbite cimetière, donc une région de l'espace où en fait on augmente leur altitude et on les laisse là-bas. Ah bon ? Elle existe déjà ? La décharge de l'espace. Non, un cimetière, elle a dit, c'est pas une décharge. Ah ouais, c'est joli. J'ai mal entendu, en fait, c'est pas c'est ça, mais c'est assez poétique. Et alors, vous dites également, dans l'espace, un débris de la taille d'une myrtille qui est lancé à 10 km/h a le même impact qu'une moto à 100 km/h. Sur Terre. Voilà. Et du coup, la NASA estime qu'en 2025, on ne pourra plus expédier quoi que ce soit dans l'espace parce que du coup, il y aura trop de risques de collision. C'est ça, en gros, sur son trajet, une fusée va rencontrer un débris alors qu'elle monte en altitude. Ça veut dire que la pollution spatiale va freiner la conquête de l'espace, freiner la recherche, freiner les choses ? Je ne pense pas, vu les millions de dollars qui sont dépensés dans la conquête spatiale. Je pense que ça ne va arrêter personne. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils prendront le risque d'envoyer des engins alors qu'ils peuvent se prendre un débris. Une myrtille. Oui, parce que... Une moto dans le pare-brise. C'est ça. C'est le principe, par exemple, des constellations de satellites. En gros, vous avez une famille de satellites qui va se mouvoir autour de la Terre selon une certaine chorégraphie. Et même si on en perd un, la constellation continue de fonctionner. Donc... Et ça génère quand même des millions d'euros en termes de revenus. Mais on vous entend parler, vous dites cimetière, chorégraphie, c'est hyper poétique, non ? Vous trouvez pas ? C'est de la science, Clara. Ah, ça va. Non, mais vous voulez pas faire une comédie musicale sur les déchets de l'espace ? Mais c'est très littéraire, vous êtes d'accord ? D'ailleurs, vous avez écrit un livre dont Juliette nous parlera, mais il y a quand même un potentiel littéraire qui est assez fantastique dans cette histoire d'espace. Dans tous les cas, pour moi, l'espace, c'est juste poétique. Donc, c'est vrai que même si c'est un peu négatif, parce que c'est des déchets, il y a quand même une poésie, c'est vrai, derrière. Et vous disiez à un moment, je suis femme de ménage dans l'espace. Alors ça, c'est une blague que j'ai fait une fois et que je regrette. Mais pourquoi ? Expliquez-nous pourquoi vous regrettez. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à me définir
Et on a mis de côté tout ce que j'avais pu faire auparavant, que ce soit mon master, mes études, les articles scientifiques. C'est ce mot-là, en fait, qui a été retenu. Et moi, je me disais, en fait, je voulais faire une blague. En fait, la prochaine fois, je ne suis pas Guillaume Meurice, donc je ne le referai pas. Mais c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est mieux pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, c'était dépréciatif sur tout votre travail. Il faut dire que la blague vient du fait que vous avez grandi du côté de Noisy-le-Sec, dans une famille où votre papa était cariste. Où ma mère est femme de ménage. Voilà, Et moi, je disais en gros que j'avais galéré dans mes études pour au final devenir femme de ménage. Voilà. Donc c'était une blague. Mais c'est pas. Nous, on trouve pas ça dépréciatif. Non, mais quand on met Fatoumata femme de ménage dans l'espace, bon, je me dis. C'est souvent ce qui est titré ou ce que la presse retient. Exactement. Écologiste. Valeurs actuelles, par exemple, ils ont mis ça en titre. Non, mais effectivement pas que. Fatoumata, un peu écologiste de l'espace, ça pourrait être un titre, évidemment, avec un raccourci et caricature, parce que vous avez quand même un doctorat, vous êtes astronome, vous avez étudié à l'université de Tokyo, aux États-Unis, etc. Mais l'écologie de l'espace, ça existe? Oui, ça existe comme notion. Après, je vais pas me prendre le titre et dire c'est que moi. Donc, je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord sur ça, sur préserver l'environnement autour de la Terre. Mais c'est une préoccupation qui est partagée par la communauté scientifique, ou pour le coup, vous vous sentez un peu seul et il n'y a pas véritablement de prise de conscience? Dans la communauté scientifique, il y a une prise de conscience depuis très longtemps, puisque les premiers articles sur les déchets sont sortis dans les années 60. Après, c'est les pouvoirs publics qui n'investissent pas forcément dans ce champ. Vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Non, c'est pas vrai. Il l'effraie. Oh là là. Ça y est, c'est 17h18, on dérape déjà. Tu poses des questions. C'est fou ça, quand même. Fatoumata Kébé est en notre compagnie. Elle est astronome et elle publie La Lune est un roman aux éditions Slatkin et compagnie. Surprise Hotel sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter qui est de retour de vacances, donc très 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 en forme, avec à mes côtés pour accueillir Fatoumata Kébé, docteur en astronomie. Et bien à côté, il y a Clara Dupont-Mono. Et avec nous, Charline, il y a Pablo Mira, Juliette Arnaud et Guillaume. Guillaume, je crois que c'est Guillaume. Maurice, moi aussi, je vous aime, Clara. Voilà. Maintenant, il va y avoir de la précision, car c'est l'information. L'art d'être français, c'est être attaché à notre histoire, mais embrasser l'avenir. Abruti, crétin, cocu, andouille. Le journal de presque 17h17. T'as entendu, hein? C'est ça, les Français.
Et on commence avec les titres. On parlera des européennes avec la campagne qui continue. Un suspense de malade avec que des candidats qui envoient du rêve. Nathalie Loiseau, Nicolas Dupont-Aignan. François Asselineau aussi. Arrêtez, j'ai pas été aussi excité depuis le dernier meeting de Roger Carucci. Génial. On parlera aussi de la campagne pour les élections municipales à Paris. Suspense de taré entre Benjamin Griveaux, Mounir Majoubi. Et peut-être Cédric Villani aussi. Folie, ça me fout les poils, regardez, j'ai les poils. Ouais, calmez-vous. Il y aura des brèves? Je vous dis pas. Suspense de déglingo, est-ce qu'il y aura des brèves? Je sais pas, ça vous excite? Non. Non, pas tellement. Désolé. Ça m'excite un peu, mais bon. Allez, on commence par l'écologie avec enfin une mesure forte de la part de Brune Poirson. On l'écoute, c'était au micro de Sud Radio. Il a été annoncé par exemple des mesures à venir pour lutter contre toutes les formes de gaspillage. C'est ce que je disais, un Big Bang dans la poubelle des Français. Allez, bam, un Big Bang dans la poubelle des Français. On a donc confirmation que la photo du trou noir venait bien du cerveau de Brune Poirson. Attends, parce que Brune Poirson, on la met dans quelle poubelle déjà? C'est les poubelles de l'histoire. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Écologie encore. François Bayrou a déclaré, Emmanuel Macron voulait en parler, mais les journalistes n'ont pas posé les questions. Allez, salaud, fumier de journalope, quoi. Jean-Michel Apathy, tueur d'ours blanc, salaud. Et Bayrou a ajouté au sujet de la conférence de presse que les propos d'Emmanuel Macron étaient une révolution. Allez, c'est le Big Bang dans le slip de François Bayrou. Politique toujours, avec la campagne des européennes qui réserve son lot de surprises. On aime, on vous en parle. Alors, on commence avec un beau potentiel, Nathalie Loiseau, celle qui a été accusée d'être sur une liste d'extrême droite quand elle était étudiante. Elle a déclaré sur France Culture, à l'ENA, je me sentais comme une Romanichelle. Voilà, vivement demain pour sa déclaration. Je ne suis pas raciste, j'ai un tam-tam chez moi. Oui, et après-demain, elle dira, je n'ai rien contre les juifs, moi-même, j'adore l'argent. Voilà. Européenne toujours, Nicolas Dupont-Aignan. On n'est jamais déçu avec Nico. Il a déclaré au micro de BFM TV ceci. C'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Mais moi je vous le dis, on ne peut plus rien dire. Voilà. Donc je le dis. Voilà, on ne peut plus rien dire, donc je le dis. Retrouvez Nicolas Dupont-Aignan dire qu'il ne peut plus rien dire demain sur RTL, après-demain sur BFM, jeudi sur Equidia, Gulli et Cuisine TV, où il fera sa célèbre quiche. Ah, vous voulez dire qu'il cuisinera une quiche? Non, il fera la quiche, comme d'habitude. Ah oui, d'accord, très bien. Quiche, municipal à Paris à présent, Benjamin Griveaux promet que s'il est élu, il supprimera les nuisances. Benjamin Griveaux supprimerait donc Benjamin Griveaux. Et voilà, ça donne envie de voter pour lui là. Oui. Enfin, pour finir ce volet politique, un scoop que nous livre le JDD. Les ministres de gauche du gouvernement auraient prévu de faire un dîner privé sans rien dire à personne. Ouais, bah ça c'est pas vraiment un scoop ça. Si, il y a des ministres de gauche au gouvernement, Charline. Bah non, ça s'appelle une fake news ça. C'est pas faux. Média, à présent média. Oui, avec un bel invité ce matin dans la matinale de France Inter. Karine Bécard, votre invité ce matin est l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye. Bonjour Ghassan Salamé. Salamé, ça me dit quelque chose. Combien Salamé? Bah oui, c'était son père. Ah, c'est son papa, d'accord. Donc après son mec, son père, très bien. Ne ratez pas l'invité de demain, Titou, le chihuahua de Léa Salamé. La semaine prochaine, la matinale est délocalisée dans le salon de Léa Salamé. Ça ira plus vite. International à présent. Des trottinettes piratées en Australie se mettent à vociférer des insultes à leurs clients. Donc c'est moche, ça gêne tout le monde et ça insulte, c'est officiel. Cyril Hanouna est une trottinette électrique. Voilà. Et on termine avec une brève. Aux États-Unis, 3 hommes ont été condamnés pour avoir violé les animaux de leur ferme. Quand on vous dit que les éleveurs aiment leurs animaux. Et après Nordal le Landais, Nordal le fermier. Si vous croisez une trottinette électrique, ne la rechargez pas. C'est peut-être Cyril Hanouna. Il est 17h24 sur France Inter. On revient en forme, hein? C'est on va essayer de patates. Plein d'amis. 17h24. Attention, on a quand même une docteure en astronomie avec nous, Fatoumata Kébé. Je crois qu'elle vient de partir. Non, Fatoumata, vous êtes là. Vous êtes avec nous. La Lune est un roman, histoire, mythe, légende, aux éditions Slatkin et compagnie. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, ce premier sujet avec Clara. Et oui, c'est un des projets d'Emmanuel Macron, remplacer l'ENA, le vaisseau amiral des grandes écoles, par une nouvelle structure qui ouvrirait davantage son panel d'élèves, notamment aux moins favorisés. Parce que pour rappel, 7 élèves de l'ENA sur 10 sont des enfants de cadres. Dans la foulée, Emmanuel Macron envisage d'abolir les privilèges de la haute fonction publique qui, je cite, ne ressemblent pas à la société. Vent de panique chez les technocrates. Oh, malheur! Et si l'élite devenait un simple satellite? Elle joue bien. Écoutez, je siège dans 5 conseils d'administration différents. Je suis consultant au ministère de l'Industrie, professeur honoraire à la Sorbonne, et j'en passe. Je suis même conseiller culturel à l'UNESCO. Alors, si je disparais, qui va me remplacer? Un autre? Et quand l'autre aura disparu? Personne. Parce que les gens, ils auront vraiment marre. Ils feront une révolution pour virer les gens comme vous. Le film La fille du 14 juillet. Alors vous, Fatoumata Kébé, vous êtes femme, noire, née en banlieue, dans une famille modeste. Vous êtes un rêve de gauche, en fait.
Et vous avez réussi à intégrer l'élite scientifique. Donc, à la lumière de votre parcours, comment est-ce que vous voyez cette initiative de réformer l'ENA ? Sincèrement, c'est tellement pas mon domaine et ça ne m'intéresse pas en tant que domaine. Oui, vous n'avez pas fait l'ENA. Oui, dites-moi. Oui, voilà. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que l'université soit ouverte à tous, en fait. Et elle l'est assez à l'heure qu'il est, vous trouvez ? Avec les dernières nouvelles la concernant, je pense qu'elle s'est un peu plus refermée, malheureusement. Donc vous appelez à la démission d'Emmanuel Macron? Non, mais vous êtes l'exemple de quelqu'un, vous vous êtes élevé grâce au mérite. C'est pas évident dans un système français comme le nôtre, quand même. Est-ce que parfois vous êtes un peu fier de ça ou vous dites c'est normal? En fait, moi, je n'y pensais pas. C'est juste qu'en fait, c'est le regard des gens qui m'a fait comprendre que j'étais atypique, en fait, là où j'étais. Mais moi, j'étais focus sur l'objectif final. Et en fait, je voyais pas tout ça. Donc l'enfer, c'est les autres. C'est eux qui vous ont rabattu vers cette question d'identité, en fait. Mais après, ils m'ont aussi ouvert les yeux sur des choses que je prenais comme normales, alors qu'en fait, c'était des micro-agressions, on va dire. Par exemple? Non, c'est le fait d'être traitée comme une femme. Enfin, quand on fait une présentation scientifique, on peut me dire que je suis mignonne. C'est bête, mais moi, je me disais, bon, c'est rien, c'est pas grave. Et en fait... C'est un milieu un peu machiste, l'astronomie? C'est un milieu très masculin, en tout cas. Très masculin, c'est vrai. Et aucune femme n'est encore jamais allée sur la Lune. Vous dites vous-même que les carrières dans l'astronomie ne sont pas non plus légion. En tout cas, c'est un milieu un peu conservateur, le milieu de l'astronomie, visiblement. C'est un milieu où il est très difficile d'avoir un poste permanent de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui obtiennent une thèse d'astronomie, mais quand on regarde le nombre de postes derrière, forcément, il y a une sélection qui est encore plus difficile. Voilà, donc un MeToo dans les étoiles, peut-être. Il n'y a pas de scandale ou d'agression comme ça? Vous avez des dossiers? C'est le moment où il y a dans les étoiles. Tout dans les étoiles. Mais quand vous aviez 6 ans, Fatoumata, la ville de Noisy-le-Sec avait organisé une sortie à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour les enfants qui ne partaient pas en vacances, dont vous. Est-ce que c'est à la ville de Noisy-le-Sec que vous devez votre déclic, du coup? Je pense que c'est plutôt par ma famille, vu que c'est mon père qui avait acheté des livres d'astronomie notamment à la maison, qui m'a permis de nourrir ce rêve, en fait. Ça a vraiment été le point de départ. Il y a eu aussi une sortie scolaire, non? Vous dites à Noisy-le-Sec organisée pour les enfants qui ne vont pas en vacances, une sortie à... Oui, au planétarium. Et en fait, tout ça, ça m'a nourri, en fait, avec le temps. Des petites sorties comme ça, à gauche-droite. C'est-à-dire que c'est vraiment une passion d'enfance qui a été vraiment votre moteur. Exactement. Exactement. Mais c'était vraiment focus. Enfin, Même votre famille vous disait, au lieu de regarder les dessins animés, elle regarde les étoiles, et dans l'encyclopédie où il y avait des images. Je pensais, vous avez des sœurs, c'est ça? C'est ça, oui. Elle regardait plutôt les images et vous... Oui, c'est pour ça que je n'ai pas de télé aujourd'hui. C'est que je préfère encore les bouquins plutôt que la télé. Et l'encyclopédie, le livre dont vous parlez de votre père, c'est l'encyclopédie Qui est? C'est ça, exactement. C'est quel genre d'encyclopédie? C'était des grosses encyclopédies par domaine bien spécifique. Et ça faisait 600 pages, même plus pour certaines. Et du haut de vos 6 ans, vous étiez plongé là-dedans? Oui. Et aujourd'hui, quand vous avez fondé l'association qui s'appelle Éphéméride, qui fait découvrir l'astronomie dans les quartiers dits sensibles, c'est une façon. Est-ce que pour vous, c'est une façon de rendre ce qu'on vous a donné, ou au contraire de donner ce que vous n'avez pas eu? En fait, c'était juste pour laisser l'opportunité aux jeunes de dire qu'un jour j'ai fait de l'astronomie dans mon enfance, que ça leur ouvre les portes des sciences, tant mieux, mais au moins qu'ils puissent avoir ce type d'activité à côté de chez eux. Voilà, viser les étoiles. Ouais, exactement. Fatoumata Kébé, on va parler tout à l'heure de La Lune est un roman, votre ouvrage aux éditions Slatkin et compagnie. En attendant, il est 17h30, Fatoumata, et il est l'heure de passer la parole à celui qui murmure à l'oreille des poneys, puisqu'il est trop petit pour atteindre celle des chevaux. C'est vous, Pablo Mira. Alors Pablo, mon petit ange trapu, vous nous parlez aujourd'hui des EHPAD dont la situation se dégrade, mais que vous défendez pour autant. Ouais, exactement, ma louloute. Et pour les défendre, je vais avoir besoin que de 2 accessoires. Ce micro et un déni total de la réalité. Alors déjà, un EHPAD, c'est quoi? C'est l'acronyme d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est un peu comme le studio d'enregistrement de Vivement Dimanche, mais sans caméra. Alors la France compte plus de 7500 EHPAD qui accueillent en tout quelques 600 000 fardeaux. Personne, 600 000 personnes, ce sont des personnes. Elles ont une âme, un système nerveux. Et donc c'est
personnes donc sont prises en charge par 433 000 burn-out, qu'on appelle aussi parfois personnel soignant. Et pourtant, malgré tous les efforts faits pour l'accueil des seniors, on attaque ces établissements de toutes parts. On les qualifie de mouroirs. Et là, je peux pas laisser dire ça, parce que ces maisons de retraite qui travaillent avec des personnes âgées, eh bien, elles prennent soin d'elles du mieux possible, car les groupes privés qui possèdent ces EHPAD, eh bien, savent se rappeler comme personne que derrière chaque retraité, il y a un porte-monnaie, évidemment. Et on pointe également aussi du doigt ceux qui envoient leurs proches dans ces centres médicalisés contre leur gré. Et là encore, c'est pas juste pour le coup, parce que un EHPAD, en fin de compte, c'est quoi? C'est un peu comme une colonie de vacances. Hein, on vit en communauté, on fait plein de jeux, les enfants pleurent souvent à l'idée d'y aller. Et moi, je peux vous dire que les résidents n'ont pas le temps de s'ennuyer dans ces EHPAD, grâce aux très nombreuses activités de groupe organisées, que ce soit, voilà, je lis là, les fameuses parties de bingo, les concours de solitude synchronisés, voilà, ce genre de petits plaisirs. Ils peuvent aussi jouer à cache-cache avec les auxiliaires de vie qui gagnent toujours d'ailleurs. Ah oui, ils sont imbattables, les auxiliaires de vie. On ne les trouve jamais, Charline. Ils ont quand même la belle vie, ceux qu'on abandonne là-bas pour mourir. Du coup, moi, ça me donne envie, évidemment. Ah, moi, je n'attends que ça, de finir en EHPAD. Hein, comme ça, je pourrais enfin prendre ma liste des choses à faire avant de mourir et cocher la case « Être lavé en 30 secondes par un inconnu qui pleure ». Malgré cette vie de rêve, Charline, vie de rêve, j'ai pas peur des mots ce soir. Il y a toujours des grincheux pour critiquer les EHPAD, pour dire que les résidents sont malheureux. Là, pour le coup, c'est n'importe quoi. Quand ils jouent pas, les retraités, ils passent le reste de leur temps à regarder, à faire conclu, et ils ont donc largement prouvé leur penchant naturel pour la souffrance. Moi, je crois que ces gens qui sont indignés, vous savez, par les conditions de vie en maison de retraite, eh bien, ces gens confondent les EHPAD actuels et ceux d'il y a 40, 50 ans, une époque où la seule chose qui était plus triste qu'une maison de retraite, c'était peut-être le regard d'une personne âgée qu'on y emmenait contre son gré. Mais aujourd'hui, c'est différent, bon sang. Moi, je veux plus entendre parler de maltraitance ou de la soi-disant solitude des personnes âgées, que ce soit en EHPAD ou ailleurs. En France, ceux qui souffrent vraiment de solitude, pardon, mais ce sont les animateurs d'Europe 1 qui n'ont même plus d'auditeurs. Au pire du pire, si vous pensez réellement que les EHPAD sont des lieux à éviter, il y a des alternatives, c'est vrai, mais elles sont pas faciles à mettre en place. Par exemple, moi, je reconnais que c'est compliqué d'accueillir un senior dépendant chez soi, même quand on a de la place à la maison. Ça voudrait dire les installer dans la chambre d'amis. Or, les parents, ce ne sont pas des amis, ce sont des parents. Ce qui veut dire qu'il faudrait changer le nom de la pièce en chambre de parents. Non, c'est trop compliqué, Charline, ça défie toutes les lois de l'immobilier. En tout cas, quelle que soit la solution que l'on trouve, moi je crois qu'au final, on veut tous la même chose pour nos aînés dépendants, c'est qu'ils soient bien loin de nous pour le coup. Pour conclure, malgré les défauts que peuvent avoir certains EHPAD, je dirais que la situation des maisons de retraite a au moins le mérite de nous rappeler que le vrai naufrage, c'est pas la vieillesse, mais sa prise en charge. Allez, salut. C'est beau. Pablo Mira, cruellement juste. Merci le nom Pablo. On embrasse les gens qui nous écoutent. On embrasse les gens qui sont dans les EHPAD, qui travaillent dans les EHPAD. Puis les gens on embrasse les gens qui nous écoutent dans les EHPAD. Voilà. Allez, il y a Scrabble à 18h. Il y a Slam. J'ai fait mon Michel Drucker, ils seront habitués. Aucun respect. Fatouma Takebe est en notre compagnie. Elle est astronome. Arthur H. Avec nous. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces 5 pouces? Il est une très belle femme, par cette petite secousse, comme une princesse qui tousse. Je change de carapace. Il est une très belle femme, anima animus. En moi se cherche le plus. Je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, mes femmes, au milieu, sois toi-même. Être unique et précieux. Ce matin dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ces poils qui poussent
Elle est un très bel homme, par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que os. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, oh mes femmes au milieu, sois toi-même. Être unique et précieux. Et vous êtes bien sur France Inter, c'est Arthur H. Et notre invitée, c'est Fatoumata Kébé, une astronome atterrée par nos blagues à 17h37 sur France Inter. Fatoumata avec nous, on va reparler de l'espace, de la conquête de l'espace par le continent africain, d'un village peut-être installé sur la Lune un jour. On va parler de tout ça avec vous et de votre roman. La Lune est un roman, votre livre, La Lune est un roman, aux éditions Slatkin et compagnie. En attendant, cet individu, vous le connaissez. Vous nous avez confié que vous l'écoutiez en podcast. Mais que vous ne l'aimiez pas. Guillaume Meurice. La France, toujours la pointe de l'audace. C'est ma chronique Concours Lépine de l'année. C'est un petit peu mon marronnier. Je fais tous les ans. C'est un petit peu comme les francs-maçons pour l'Express ou Pablo Mira pour Transpiration Magazine. Pas faux. Vous m'avez manqué, Pablo. Ouais, je sais. Bon, on est là pour faire avancer la science aujourd'hui. On commence par le domaine du sport. On sait qu'il y a des fous de sport autour de cette table. Charline, par exemple. Et voilà. Voilà, Charline qui avait une carte pour la salle de sport qu'elle utilise pour se muscler. Elle sort la carte de sa poche, elle la pose sur le bureau. Elle reprend la carte pour la mettre dans la poche. Voilà, ainsi de suite. Musculation de l'avant-bras. C'est très efficace. Eh bien, il y a mieux. Il y a mieux aujourd'hui pour se muscler au bureau. Il y a le repose-pied de bureau un petit peu particulier avec une sorte de roue qu'on peut actionner avec les pieds. C'est un truc qui apporte les bénéfices santé de la marche aux gens qui sont assis toute la journée. Donc c'est une sorte de pédalo de bureau. Ouais, c'est ça. Voilà, le pédalo de bureau. Donc devenez le Bernard Hinault de l'open space. Montez l'Alpe d'Huez en préparant votre PowerPoint ASAP. Car oui, évidemment, nous sommes dans la Startup Nation. Vous avez une application qui vous permet de suivre derrière les calories que vous avez dépensées. Donc si vous avez une balance qui est connectée, vous pouvez challenger les gens qui en ont un. Ça veut dire qu'on peut faire des concours au bureau de... Ouais, c'est ça. Pour les entreprises, on a une plateforme d'administration. Les RH peuvent générer des objectifs. J'avais rencontré une grande boîte qui m'a dit, mais moi, chez moi, je leur donne des objectifs de pas. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire, vous faites bouger vos salariés, vous les rendez en meilleure santé, ils sont plus engagés et en plus ils seront moins absents de votre entreprise. C'est formidable, je veux dire. C'est formidable, c'est complètement formidable. Votre DRH vérifie vos performances, c'est le rêve. Voilà. Et dans Geoffroy Roux de Bézieux, il y a roue, donc pédaler pour optimiser. Alors avec ça, vous êtes bien musclé. Vous avez mis un petit peu de temps, Juliette. Oui, c'est la reprise aujourd'hui. Mais voilà, vous êtes musclé, mais il peut arriver quand même que vous fassiez agresser dans la rue. Ça, c'est un problème. Et bien pour ça, j'ai une solution. C'est un bijou qui s'appelle Bijoutech. Vous tirez simplement sur la petite languette qui va bien. Et là, malheureusement, pour l'agresseur, c'est un jus de poisson fermenté. Donc voilà, vous êtes protégé par le fait de la mauvaise odeur, simplement. Donc on tire sur la ficelle et vous ça pue. tirez sur la ficelle, ça dégage un jus. Et quelque part, le jus est tellement, je dirais, odorant que, normalement, il vous laisse tranquille. Bah évidemment, c'est bien connu. Quelqu'un qui vous agresse, si vous l'aspergez avec un truc qui pue, normalement, ça le calme direct. Et c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu ça pendant la guerre. Je veux dire que si Jean Moulin, par exemple, il avait eu Bijoutech, l'histoire aurait pas été la même quand même. On aurait rendu hommage. Entre ici, Bijoutech. C'est quand même une autre gueule. Bref, la science avance, mais c'est possible que ça fonctionne pas à tous les coups. Alors dans ce cas-là, vous vous faites péter la gueule, vous avez mal, mais pour la douleur, j'ai quelque chose pour vous. J'ai le bracelet Easy Dada qui se met à la cheville. Alors comment ça marche ? Où qu'on ait mal, que ce soit mal de tête, mal de dents, mal de dos, mal au ventre, on met le bracelet à la cheville et ça permet de vraiment stimuler nos capacités naturelles de soulagement de la douleur. Et alors ça, j'imagine, ça a été testé scientifiquement ? Ben oui. Alors c'est pas des tests cliniques. Voilà, c'est pas des tests cliniques. C'est des tests. Voilà. C'est ma belle-mère qui a dit que finalement ça marche. Cherchez pas non plus la merde, c'est de la science, ça avance. Mais ça vous soulage. C'est un bracelet de cheville en bois qui vous soulage. Si vous avez trop d'argent dans votre portefeuille, vous l'achetez. Ça vous enlève un poids. Ça marche pas évidemment si vous avez sauté sur une mine antipersonnelle. Il faut une cheville. Je le rappelle. C'est l'inconvénient. Sinon c'est top. En tout cas, c'est scientifique. C'est de la physique. Attention.
Si on fait au niveau de la matière, là, dans la physique traditionnelle, des fois, ça n'a pas de sens. Mais quand on le fait au niveau de la physique quantique, là, la physique quantique montre à quel point le dégagement d'énergie, de lumière qui se fait dans le corps peut s'opérer avec les interrupteurs de notre corps. Donc la physique quantique valide ce petit bracelet en bois de pied. Ouais. Incroyable. Fatoumata se prend une bonne grosse claque dans la gueule de physique quantique. La ramène-moi avec sa lune et toutes ces conneries. D'ailleurs, je vous rappelle que quand Einstein il écrit E égale MC2, il cherchait à la base sa pointure de godasse. Donc quelque part, il y a un lien. Il voulait s'acheter des sandales qui allaient bien avec ses chaussettes. Je vous rappelle qu'il était allemand. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on parle de chaussettes et qu'on a commencé cette chronique par du sport, je ne pouvais pas vous laisser sans vous présenter mon invention préférée, la chaussette connectée, bien évidemment. Vous l'attendiez, évidemment. Vous n'en avez pas rêvé, ils l'ont fait quand même. Allez, on y va. Alors, pour le nombre de pas, on va pouvoir aussi beaucoup plus précisément associer à chaque pas une accélération. On va pouvoir dire le pas numéro 28 de ma série de pas était de 15 km/h. Je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas, on pourrait imaginer ça. Et alors, à quoi ça nous sert au final ? Alors ça, sans doute, même que pour les sportifs exigeants. Oui, alors là, on est sur du sportif casse-couille. On peut en parler. Alors déjà, dès qu'un mec fait du jogging, maintenant, il poste le nombre de kilomètres qu'il a fait sur Facebook. Les sportifs casse-couille, il y en a plein, ils partagent tout. On est quand même à une époque où les gens confondent leur coloscopie avec le dernier Jean-Luc Godard, je vous le rappelle. Mais je ne veux pas passer pour un réac. C'est le progrès, c'est beau, c'est comme ça. J'avais quand même une dernière question. Et si on pue les pieds, on pue de chaussettes connectées, quoi. Alors si on pue les pieds, on change de chaussettes. Et pour nous, ça peut être une occasion d'en vendre un peu plus. Et puis voilà. Et voilà, parce que quand même la finalité c'est un petit peu ça, c'est un peu d'en vendre, créer des conneries qui servent à rien juste pour générer du pognon. Je crois que ce progrès-là, il est vieux comme le monde. Merci Guillaume Meurice. La chaussette connectée, même la NASA n'y a peut-être pas pensé. Non. C'est ça qui est quand même dingue. Fatoumata Kébé est en notre compagnie, astronome, et on va aborder avec vous cet autre sujet qui va nous emmener au Mali d'ailleurs sur un projet que vous allez nous expliquer aussi. 31 satellites africains ont été lancés ces 20 dernières années. Vous me dites si je me trompe, Fatoumata. En 2016, le Nigeria annonce vouloir envoyer un homme dans l'espace. Et en janvier dernier, l'Union africaine a entériné la création d'une agence spatiale africaine. Donc le continent regarde vers les étoiles et pas qu'en restant allongé sur le dos au milieu de la savane. Il en va du développement de tout un continent. Monsieur de Tartas, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays? Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays, c'est l'espace. Et l'espace, sans l'hibernation, ça ne sert à rien. On ne va pas se contenter encore longtemps de Mars ou de Vénus. Il faudra aller plus loin. Et plus loin, c'est très loin. Les voyages dureront un siècle, 2 siècles, des millénaires peut-être. Pour les faire, une vie d'homme n'y suffira plus. Il faudra hiberner les cosmonautes. Et l'hibernation, ce sera nous, ce sera vous de Tartas. Claude Pieplu dans Hibernatus, le film d'Édouard Molinaro. Alors... c'est une information que nous avons trouvée dans lemonde.fr. Dans le milieu de l'astronomie, on en parle de ça, du continent africain qui arrive, je ne sais pas si on peut dire dans la course, mais qui arrive sur ce terrain de jeu de façon un peu plus engagée. Oui, tout à fait. J'étais à une réunion de l'Union astronomique internationale, donc qui regroupe tous les astronomes professionnels du monde entier. Et l'Afrique prend de plus en plus de place dans l'Union. Pour, entre autres, accueillir des télescopes. Parce que, par exemple, le trou noir, la photo a pu être générée grâce à des télescopes répartis un peu partout sur Terre, mais il n'y en avait pas en Afrique. Et le but de cette équipe de recherche derrière cette photo, c'est aussi d'en poser dans quelques pays africains. D'accord. Qu'est-ce que l'Afrique peut apporter à la recherche sur l'espace? Parce que quand on lit l'article du Monde, on voit qu'il y a un intérêt aussi, par exemple, pour essayer de détecter les épidémies, essayer d'enrayer, de vaincre le djihadisme. L'enjeu des satellites, c'est aussi prévoir les catastrophes naturelles, les anticiper. Est-ce que, parce qu'on a le sentiment qu'entre, par exemple, les États-Unis et la Russie, il y a un concours de la fusée. La plus grosse fusée. Ouais, et avec le continent africain, on a le sentiment qu'il y a tout de suite quelque chose de plus pragmatique, peut-être plus utile à l'humanité dans le fond. Est-ce qu'il y a une vision différente, vous pensez ? La situation est différente. Donc, justifier d'investir des millions d'euros dans le spatial pour le continent africain, justement, c'est en disant oui, on prend en compte nos besoins primaires qui, dans certains pays, ne sont pas encore atteints. Donc forcément, on ne peut pas se positionner par rapport à la France, aux États-Unis, à la Russie et d'autres pays comme la Chine. C'est une autre manière de faire aussi. Exactement. Mais après, il y a quand même une partie de recherche fondamentale qui est en train d'émerger également sur le continent africain.
Sur les 31 satellites africains qui ont été lancés depuis 1998, 40% l'ont été ces 3 dernières années. Donc là, il y a une prise de conscience du retard quand même de la part de l'Afrique et qui du coup réinvestit vraiment ce créneau. À votre avis, à quoi est due cette prise de conscience ? Il y a aussi la dépendance aussi qui est forte sur les données qui peuvent être transmises par d'autres pays, qui donnent envie d'avoir sa propre indépendance dans le spatial. Et arriver à avoir ses propres satellites, c'est aussi une démonstration de force. Donc il y a beaucoup de symbolique derrière le fait d'aller dans l'espace. C'est-à-dire aussi d'autonomie, en fait. Il y a un côté aussi un peu, on se débrouille un peu sans l'Occident aussi quand même. Exactement. Ouais. Le GPS, c'est un système américain, donc le jour où il le coupe, je pense que même en Europe, ça pourrait créer des problèmes. Alors, vous êtes retourné, enfin, vous êtes allé au Mali pour la première fois il y a quelques années, c'est ça ? Exactement. Et là, vous avez fait une observation qui a déclenché chez vous l'envie de mener un projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce qu'il y a aussi, j'imagine, un côté travail avec les satellites, parce que vous avez eu une idée qui permet aux agriculteurs de gaspiller moins d'eau et qui fonctionne à partir des téléphones portables, c'est ça ? Oui, plus ou moins, c'est ça. En fait, c'est un système d'irrigation connecté, donc des capteurs qui sont imposés à même le champ et qui prennent des mesures du champ, comme l'humidité, pour savoir les besoins en eau des plantes. Et en fonction des données reçues, va activer ou pas un système d'arrosage. Et c'est vrai qu'il y a un transfert de données qui se fait via la technologie satellitaire notamment. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez pensé. Vous avez monté quoi, une start-up pour arriver à ce résultat ? Comment vous avez fait ? Exactement. Oh là là, vous savez, vous êtes tombé là quand même. Ah ouais, c'est génial. Mais non, pour ça, c'est génial. Oui, c'est pour ça que je critique pas trop la Startup Nation. Non, mais bien sûr. Mais c'est-à-dire que vous aviez vu au Mali qu'il y avait, vous disiez, des poches de famine qui étaient concomitantes ou presque qui épousaient des endroits où c'était des poches de terre très fertiles et qu'en fait il y avait un gaspillage de l'eau. Et donc vous est venue cette idée presque de goutte à goutte et de précision et de... Voilà, il y a le gaspillage d'eau, il y a aussi le fait que l'exploitation se fait de manière manuelle, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'investir dans de la technologie. Avec un revenu moyen de 50 €, c'est pas possible. Et aussi, c'est un pays qui a des millions d'hectares qui ne sont pas utilisés, et tout ça, c'est à cause d'un manque de moyens. Et en plus, quasiment toutes les surfaces sont cultivées grâce à la pluie. Et avec le changement climatique, c'est juste pas possible de dépendre du climat. Est-ce qu'on peut soutenir votre projet ? Je sais pas, est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il y a quelque chose comment on le finance ? Est-ce que vous vous appelez à la solidarité aussi pour le faire ou... Alors, je me suis prise pour une start-upeuse. Ouais, j'ai fait des concours et j'ai commencé à apprendre à faire des business plans, etc. Des pitchs ? Vous avez pitché ? Oui, j'ai pitché, ouais. Oh là là, ça c'est classe. Restez indifférente, Fatoumata. Restez indifférente. Avancez, restez indifférente. Mais on doit aussi pitcher pour des financements scientifiques, donc ça m'aide quand même. Et vous avez trouvé les financements pour le faire ? Une partie des financements. Oui. Très bien. Fatoumata Kébé, on va revenir à votre livre. La Lune est un roman, lu par Juliette Arnaud. Avant de vous lire, Fatoumata Kébé, avant de lire La Lune est un roman, je ne savais pas que j'étais sélénite. J'aurais dû le savoir, moi que mon père appelait Jean de la Lune, à cause de mon étourderie, de mes absences à la Terre et à ses habitants, mais je n'avais pas le joli mot, sélénite, habitant, habitante de la Lune. Il y a plein de jolis mots neufs pour moi, mais millénaires dans ce livre. Il y a je vais pas y arriver. Siziji, Nadir, Péri-Élie, Mascaret. En vous lisant, j'ai découvert que tout m'allait avec ce satellite. Oui, la Lune n'est pas une planète, elle n'est pas une étoile, mais satellite, ça signifie une très jolie chose, c'est gardien, gardienne, compagnon, compagne. Gardienne, compagne ne contient pas l'idée de soumission ou de domination. Exactement comme Ève n'est pas issue de la côte d'Adam. Vérifiez vos traductions, elle est à côté d'Adam, parenthèse fermée. C'est vrai que par le passé, j'ai conçu une faiblesse coupable également pour quelqu'un qui inopinément montrait sa lune. Pourquoi lune ? Parce que c'est la partie du corps spectrale, sauf évidemment si vous êtes nudiste. Allez, soyons sérieux, faisons la police interrogatoire. Genre de la lune, indistinct. Selon les civilisations et les peuples, parfois déesse, parfois dieu, donc androgyne, j'adore. Apparence, elle est exactement l'ambivalente dont parlait Verlaine, qui disait qu'il n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Effectivement, la Lune ne cesse de croître et de décroître, mais elle reste immuable pour nos yeux. Et je vous cite, la Lune que les hommes regardent depuis que l'homme existe a toujours été la même. Origine de la Lune. Comme Cyrulnik le rappelait hier à la télé, l'évolution se fait par catastrophe. La Lune
est le fruit d'un accident, celui de la planète Theia entrant en collision avec la planète Terre il y a plus de 4 milliards d'années. Donc la Lune, c'est quasiment une bouture, ou selon la vieille mythologie grecque, le fruit d'une collision mère-fille, bref, une histoire de femme. Et quand on dit histoire de femme, on glisse très vite à histoire de bonne femme, vu que menstruation vient de mensis en latin, le mois. Et la Lune, qui par sa trajectoire, indique en gros ce temps du mois, et on tombe douloureusement sur le théorème fameux « Oh là là, mais comment t'es chiante, t'as tes règles ou quoi ?» Je rappelle néanmoins que c'est bien un homme, Michael Furnon, qui il y a quelques années écrivait qu'il avait demandé à la Lune, même si elle n'avait pas l'habitude de s'occuper des cas comme ça. C'est que, et vous le rappelez madame, nous entretenons un rapport irrationnel à la Lune. Le mot lunatique est à ce titre éclairant, car Jung parlait des rayons empoisonnés de la Lune qui transperce notre cerveau, jusqu'à aimer se raconter que nous, l'homme, avec un grand H, ne l'avons jamais vraiment connue, cette Lune, que c'est Kubrick qui a filmé dans un grand studio secret à Hollywood, le grand pas pour l'humanité. Sauf que vous, madame, vous êtes une scientifique. Et si vous ne craignez pas de raconter l'imaginaire dans votre livre, et toutes les légendes lunaires, vous précisez également vos certitudes, celles de la science. Et ce qui m'a plu, au-delà de toute mesure, c'est votre sens du doute, qui vous fait employer cette formule à propos de la naissance de la Lune. La vérité à ce jour, la voici. Une scientifique donc, une vraie et une femme qui prend acte des réalités. Les 7 pionniers pour le premier vol en orbite sont castés sur un profil particulier, homme, blanc, protestant. Vous, madame, vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas blanche et vous n'êtes pas protestante. Et pourtant, vous ne renoncez pas à l'idée d'approcher notre chère gardienne. Toutes les sorcières du monde, adeptes de sa lumière bienfaisante et spirituelle, ne peuvent qu'accompagner ce vœu, et j'en fais partie. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. La Lune est un roman, donc histoire, mythe et légende, aux éditions Slatkin et compagnie. Vous voulez rajouter quelque chose, Fatoumata ? C'est super beau. Enfin, je ne sais pas si vous avez une formation littéraire, mais c'est gentil. J'ai beaucoup aimé vous entendre. Je pense que quand le livre est très bien aussi, Juliette est inspirée. C'est plus facile. Eh oui, évidemment. C'est une boulangerie pour info. Continuons à parler de la Lune avec Fatoumata Kébé, astronome. Parce que peut-être qu'on pourra dire bientôt la Lune est un village. Parce que comme les Chinois, les Indiens, les Israéliens, les Américains veulent se poser ou retourner sur la Lune, l'Europe propose d'y installer un village permanent. Une étape vers la conquête de Mars, une base d'observation et un moyen aussi d'exploiter les ressources du satellite de la Terre. Embarquement immédiat. Comme ça, c'est lundi. On est Monday d'ailleurs. On est lundi. Alors expliquez-nous. Dans votre livre, vous dites pourquoi on dit Monday, pourquoi on dit lundi, Monday, Moon. C'est ça, c'est le jour de la Lune. Donc Monday, en fait, on retrouve la racine en anglais de Moon, et aussi de l'allemand Mond. Ouais. Et en français, la France, fille née de l'Église, a choisi lundi. Non, c'était dimanche pour le jour du Seigneur. Dimanche pour le jour du Seigneur. Alors, dans les autres lundi, cultures, c'est le soleil. C'est Sunday, voilà, exactement. Dans Zontag. notre culture, je vais saigner du nez. Vous voulez pas qu'on parle foot? Non, parce qu'il y a aussi. Il y a Rennes. Il y a Lune dans lundi. L'idée, c'est qu'il y a un peu de linguistique aussi dans votre ouvrage. Donc, la Lune. Alors, on a écouté Bonnet M, bien sûr. Hein. L'exploitation. Alors, il y a un article intéressant dans Ouzbek Erika, par exemple, en ce moment, que vous pouvez lire sur le site internet, bien sûr, du magazine. La Lune, un village pour l'exploitation des ressources naturelles. Alors, dites déjà, vous qui travaillez sur les débris dans l'espace, on se dit, on va pas quand même exploiter les ressources. On a déjà essoré la Terre, on veut aussi essorer la Lune. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressources naturelles sur la Lune ? Alors, il y a de l'eau sous forme de glace. Après, il faut savoir que sur la Lune, il y a déjà des débris humains, les restes des missions Apollo, justement. Donc certains appellent ça des débris, déchets, d'autres appellent ça de l'archéologie spatiale. Parce que c'est vrai, en tout cas, c'est la première trace de l'homme sur la Lune. Donc pourquoi pas ? Mais c'est vrai que la Lune aurait des éléments comme l'hélium-3 qui pourraient être exploités à des fins énergétiques, notamment. Ah oui. Il y a l'astronaute Jean-François Clairvoy qui dit aussi la Lune pourra devenir une station-service des futures missions, c'est-à-dire un espèce de hub comme dans relais, un relais. Un relais H qui se trouve sur la Lune. Mais est-ce que vous qui êtes astronome et passionné notamment par la Lune, est-ce que ce village, vous souhaitez qu'il y ait un village qui s'installe sur la Lune ? Ah oui, moi je suis pour l'exploration de l'espace. Et c'est vrai que la Lune, elle n'est
entre guillemets, qu'à 3 jours de voyage de la Terre, comparé à Mars où il faut compter une mission de 2 ans. Donc je trouve que c'est un bon moyen aussi de tester pas mal de technologies et d'essayer de répondre à des problématiques qu'on a actuellement, comme comment gérer les rayonnements cosmiques. Mais très concrètement, si moi par exemple je veux une villa sur la Lune, au hasard, avec un jacuzzi, mais comment on fait une habitation c'est troglodyte comment on peut construire des choses sur la Lune? Alors on travaille encore sur cette question, puisqu'il y a encore des petits impacts qui touchent la surface de la Lune, et du coup il faut trouver des bons matériaux qui vont pouvoir subir ce type d'impact sans être endommagés. Est-ce qu'il serait question d'héberger les astronautes, leurs familles, et peut-être l'un ou l'autre touriste qui financerait... Et des migrants aussi. Il y a un centre d'accueil de réfugiés, je crois. Non, pardon. C'était une blague de gauche, c'est une blague de gauche, c'est normal. Fatoumata Kébé, on vous a un petit peu sorti de vos domaines de compétences. Vous avez répondu avec brio même à toutes les blagues. Et vous avez appelé à la démission d'Emmanuel Macron. On le rappelle. 3 reprises. 3 reprises. Je crois que le message a bien été entendu à l'Élysée. Oh, mais c'est pas vrai. Vous seriez d'accord de jouer avec nous, Fatoumata? Fatoumata, tous les jours, on propose un sketch à l'invité. Il découvre le texte. Alors vous allez voir, on vous a gâté, parce que comme vous le savez sans doute, Arnaud Montebourg s'est lancé dans la production de miel. Et on a appris qu'il recrutait 300 commerciaux pour faire du porte-à-porte. Alors aussi, imaginez à quoi ressemblerait Arnaud Montebourg, qui formerait une jeune commerciale. Vous êtes la commerciale, je serai Arnaud Montebourg. Et on sonnera certainement à la porte de Pablo et Charline, on verra. Salut, c'est Arnaud. Bleu Blanc Rouge va faire de la région Île-de-France son nouvel Eldorado pour son miel. D'accord. Notre approche se divise en 3 phases. Exploration, cimentation et souscription, et symbiose absolue avec AG. C'est quoi AG? Ah mais ça c'est moi, Arnaud Montebourg. Tu sais, Fatou, je peux t'appeler Fatou? Non, moi c'est Fatoumata. Ouais, très bien Fatou. Alors le porte-à-porte, c'est la guerre, to eat or to be eat. C'est pas très Made in France comme slogan. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous allons damer le pion à la mondialisation. Ouais, enfin, on vend du miel, hein. On va pas du matos pour la NASA non plus. C'est là où tu te trompes, ma petite Fatou. Vendre du miel, c'est viser la Lune. Et la sonnette, c'est le compte à rebours, c'est même le compte à Montebourg. Tu l'as saisi, salut. Ouais. Allez, petite mise en situation à l'américaine. Tu es la vendeuse, je suis le client. Bonjour monsieur, j'aimerais vous parler de Bleu Blanc Ruche. Non, on la joue réaliste. Il y a une porte, tu sonnes. D'accord. Voilà. Ding dong. Parfait. Bonjour monsieur, j'aimerais vous parler de Bleu Blanc Ruche. Salut. Alors, qu'entendez-vous par Bleu Blanc Ruche, madame? Serait-ce là un parti politique? Non monsieur, c'est un miel 100% Made in France. Parfait, alors à toi de jouer. Je serai avec toi par le truchement d'une oreillette. Bonjour. Monsieur Hamon? Benoît Hamon? Ouais, c'est tellement sympa de passer voir, c'est que je vois pas grand monde en ce moment. Parle-lui du produit. Alors, phase 1, exploration, vas-y. Connaissez-vous le miel Bleu Blanc Ruche? Ah non, mais c'est très gentil de m'en proposer ça. Phase 2, cimentation, souscription. Et allez, puisque vous êtes sympathique, je vais vous en prendre une caisse complète, allez. Excellent, proposez une deuxième caisse. Vous en voulez pas une deuxième pour vos amis? Oh, vous savez, moi j'ai pas beaucoup d'amis. Vous voulez pas entrer boire un café? Non, désolé, il faut que j'y aille. À très bientôt, venez dîner à la maison, un de ces 4. Ah, tu t'en sors très bien, ma petite Fatoum. Allez, next door. Qui va là? Madame Royale? Ségolène Royal? Oh là là, fais gaffe, elle est relou. Oui, c'est pourquoi. Connaissez-vous le miel Bleu Blanc Ruche? Bleu Blanc Ruche, c'est pas la camelote d'Arnaud Montebourg, ça? Oui. Ah, le redressement productif ne passera pas par moi. Bon, on passe immédiatement en phase 4, évacuation. Merci Fatoumata Kébé. Elle sait tout faire. Elle est docteur en cours Florent, voilà, depuis elle une minute. appelle à la démission de Macron, oui, je rappelle, toujours. pour une 5e fois. Fatoumata Kébé, si l'Europe parvient à imposer cette idée de village sur la Lune, déjà, est-ce que les élections européennes, ça peut jouer quelque chose? Est-ce que vous pensez que l'Europe et les élections, il y a un lien entre le politique et tout ce qui est les projets dans l'espace? Je ne comprends pas le français. Elle ne peut pas parler politique, Fatoumata. Mais ce village sur la Lune, ça peut être... c'est dans quel délai? C'est vraiment envisageable? Nous, ça nous paraît un rêve romanesque, mais... C'est envisageable, mais moi, personnellement, je ne donnerais pas d'échelle de temps. Vu qu'on peut voir comme SpaceX a mis plus de temps que prévu, par exemple, pour livrer les modules à la NASA. On va d'abord reconstruire Notre-Dame et après on s'occupera de la Lune. Mais c'est fini dans 5 ans, quand même. Enfin, Merci beaucoup, Fatoumata Kébé, docteur en astronomie. Vous publiez La Lune est un roman, histoire, mythes et légendes, aux éditions Slatkin et compagnie. Merci beaucoup. Merci à Juliette Arnaud, merci à Pablo Mira, merci Clara Dupont-Mono, merci Guillaume Meurice. Oh là là, dites donc, faut que je vous laisse le mot de la fin, Fatoumata. Pour
envoie des déchets à une altitude assez basse, le but c'est de les faire entrer dans les océans, malheureusement. Quand on envoie les dauphins qui sont eux-mêmes asphyxiés dans l'espace. C'est comme ça qu'il est 18h sur France Inter.